19h à Bamako et partout au Mali, fidèles téléspectateurs de Chérif la Télévision, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information consacrée à l'actualité nationale et internationale, dont voici les titres de l'actualité. Lancement ce mardi 28 juillet de la campagne nationale de reboisement 2020 dans la forêt classée de Tienfala, région de Koulikoro. L'objectif est de sensibiliser les populations et les autorités sur la nécessité de lutter contre la dégradation des ressources naturelles, la perte de la biodiversité, la désertification et les effets néfastes du changement climatique. L'Association pour le progrès et la défense des droits des femmes a initié une série de formations à l'endroit des femmes, jeunes, autorités religieuses et politiques des communes 1, 3 et 4 du district de Bamako. Et c'est la commune 1 du district qui a donné le temps pour débuter ce tour d'horizon de renforcement de capacité des femmes et jeunes leaders pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Voici pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. Je l'annonçais en titre, lancement ce mardi 28 juillet de la campagne nationale de reboisement 2020 dans la forêt classée de Tienfala, région de Koulikoro. L'objectif est de sensibiliser la population et les autorités sur la nécessité de lutter contre la dégradation des ressources naturelles, la perte de la biodiversité, la désertification et les effets néfastes du changement climatique. L'événement qui était présidé par le secrétaire général du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a regroupé l'ensemble des acteurs de l'environnement. Suivant. Le thème retenu pour cette 26e édition est « Préservons et restaurons nos écosystèmes pour renforcer la résilience de nos populations ». Si le bilan de l'année écoulée est jugé satisfaisant par les acteurs de l'environnement, cette année également des milliers de pieds d'arbres, toutes espèces confondues, seront plantés sur une superficie de plus de 28 000 hectares et sur toute l'étendue du territoire national. Cette action permettra de lutter contre l'avancée du désert et les effets néfastes du changement climatique. Nous avons au programme la réalisation de plus de 1000 hectares de mise en défense et de régénération naturelle. Nous avons aussi la réalisation de 300 hectares en fixation de dunes, en protection de berges. Donc voilà quelques éléments majeurs qui sont envisagés cette année. Les tous sous-tendus, vraiment tous ces programmes sont sous-tendus par des campagnes d'information, de sensibilisation, de renforcement des capacités des acteurs tout au long de la campagne. Dans le cadre du contrat qui les lie avec l'État du Mali, les responsables des sociétés maliennes de gestion forestière et les exploitants de bois décident d'accompagner la Direction nationale des eaux et forêts pour une bonne réussite de la campagne de reboisement. C'est un acte de citoyenneté. Le reboisement reste ainsi une action qui génère des bénéfices pour les territoires d'accueil qui sont à la fois économiques, écologiques et sociopolitiques. Donc planter des arbres, c'est comme contribuer à l'augmentation de l'expérience de vie des zones arides ou semi-arides dont le Mali fait partie. Donc tout le monde doit prendre conscience à planter des arbres. Oui, ce que nous avons prévu, c'est de planter davantage beaucoup d'arbres et les entretenir. Parce qu'il ne suffit pas seulement de planter les arbres, c'est-à-dire qu'on fait maintenant la clôture. Quand vous clôturez maintenant, ça sera sécurisé. Mais nous avons fait des constats. Chaque année maintenant, nous reboisons. Après le reboisement, maintenant, nous partons. L'année prochaine, maintenant, nous venons, on va voir maintenant qu'il n'y a plus d'arbres ici. Donc, ce que nous allons dépenser comme frais maintenant aux plantations, donc on verra maintenant que tout est parti en eau. Maintenant, pour ne pas que cela soit maintenant, nous avons opté maintenant pour le reboisement sécurisé. Reboiser, faire des clôtures, chercher des gardiens, donc pour faire la suivi. Pour le gouverneur de la région de Koulikoro, ce lancement est une opportunité de pouvoir mobiliser tous les acteurs autour des activités de reboisement pour une régénération du couvert végétal. Nous vivons dans un pays désertique où l'arbre est vraiment précieux. C'est comme si vous recevez un enfant qui vient dans la famille, qui occasionne la joie. Donc ce matin, c'est une joie pour nous tous de pouvoir faire notre devoir de citoyens qui consiste à planter chacun un arbre pour contribuer au tissu vert de ce pays.
En procédant au lancement officiel des activités de reboisement, le secrétaire général du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a incité les acteurs à redoubler d'efforts et invité les populations de la 2e région à planter des arbres et les entretenir pour la restauration de la biodiversité. L'organisation de la campagne nationale de reboisement a pour objectif de sensibiliser toutes les catégories d'acteurs à s'investir davantage dans les actions de lutte contre la dégradation des ressources naturelles, notamment forestières et fauniques, pour renforcer la résilience de nos populations face à ces fléaux. Le programme de reboisement 2020 prévoit, entre autres, la production de 19 929 plants, le reboisement d'environ 27 000 hectares, la mise en défense de plus de 1000 hectares et la fixation d'environ 300 hectares de dunes. La cérémonie de lancement a pris fin par la plantation des pieds d'arbres dans le massif forestier de Tienfala sur une superficie de plus de 5 hectares. L'Association pour la défense des droits des femmes, APDF, a initié une série de formations à l'endroit des femmes, jeunes, autorités religieuses et coutumières des communes 1, 3, 4 du district de Bamako. Et c'est la commune 1 du district qui a donné le temps pour débuter ce tour d'horizon de renforcement de capacité des femmes et jeunes leaders pour l'amélioration de leurs conditions de vie. La cérémonie d'ouverture de la dite formation s'est déroulée ce mardi 28 juillet 2020 dans les locaux de la mairie, en présence des autorités communales, coutumières ainsi que des représentants des structures de femmes et de jeunes. Reportage Chamadou Kamara et Seydou Niari. Cette formation initiée par l'APDF s'inscrit en droite ligne du projet Initiative Spotlight dans le cadre de son plan d'action qui consiste à édifier les femmes sur les droits et les textes juridiques régionaux, nationaux et internationaux qui les concernent. La journée qui nous réunit ce matin se situe dans le cadre d'un partenariat entre l'APDF et le projet Spotlight piloté par l'ONU-Femmes. Donc c'est un vaste projet. La première activité qu'on a initiée ce matin, c'est un atelier de formation de 3 jours. Donc 2 jours, c'est le renforcement des capacités des communautés et des institutions locales en vue d'un plaidoyer pour l'adoption des dispositions légales surtout et les textes politiques en matière de droits des femmes et de la fille. Et pratiquement le VBG, les pratiques néfastes, la SR, etc. Cet atelier de formation de 2 jours de renforcement des capacités des communautés et des institutions locales en vue d'un plaidoyer pour l'adoption des dispositions légales et des textes politiques en matière des droits des femmes et des filles. VBG, pratique néfaste sur le genre en commune 1 du district de Bamako. Comme le titre nous l'indique, l'atelier c'est pour une validation vraiment des textes régis par nos pouvoirs concernant les VGB. Donc nous sommes là aujourd'hui avec la présence de tout le monde. Donc moi, mon souhait est que chacun de nous s'y mette. Parce que c'est un fléau qui est là, qui harcèle tout le monde. Souvent on dit chaque fois que le genre, bon, en général le genre c'est tout le monde. Hein. Quand on dit genre, c'est femme, homme. Et c'est toutes les parties qui sont concernées pour ce système-là. Ce projet Initiative Spotlight de l'APDF, intitulé Contribution à l'amélioration de l'environnement législatif et politique afin de le rendre conforme aux conventions internationales et appuyer la mise en application des politiques et lois favorables à la protection et la promotion des droits des filles et femmes au Mali, est issu d'un partenariat fécond entre l'APDF et l'ONU-Femmes sur le financement de l'Union européenne et l'Organisation des Nations Unies. Cette initiative est issue d'un partenariat fécond entre APDF et ONU-Femmes, financé par l'Union européenne et l'Organisation des Nations Unies. Cet atelier de 2 jours a pour objectif de renforcer les participants en vue d'un plaidoyer pour l'adoption des dispositions légales et des textes politiques en matière de droits des femmes et des filles
VVG et pratiques néfastes et la santé reproductive. Spécifiquement, elle permettra aux participants de s'approprier des textes nationaux, régionaux et internationaux sur les droits des femmes-filles. Au Mali, les femmes sont quotidiennement victimes de violences à cause de leur statut social. À noter que l'APDF est une organisation non gouvernementale nationale qui s'est assignée comme mission de contribuer à la promotion des droits des femmes et des filles à travers des actions d'éducation, d'information, d'appui juridique et de lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes et filles en République du Mali. Fidèle à ses idéaux depuis sa création, la plateforme des mouvements citoyens pour la défense des valeurs sociétales, religieuses et la République a visité ce mardi les locaux de l'Assemblée nationale. Une initiative qui vise à constater et à condamner les actes de pillage et de vandalisme perpétrés contre le siège du Parlement au cours des manifestations organisées par le Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP les 10, 11 et 12 juillet dernier. Compte rendu Samira Sanogo et Abdoulaye Sogodogo. Des bâtiments saccagés, des matériels endommagés, des véhicules calcinés, documents consumés et emportés, bref, une institution à rebâtir. Voilà le triste constat suite aux manifestations du 10 juillet dernier. C'est pour s'enquérir de l'étendue des dégâts qu'une délégation de la plateforme des mouvements citoyens pour la défense des valeurs sociétales, religieuses et la République s'est rendue sur les lieux. Aujourd'hui, on a jugé qu'après le 10 et le 11 événement qui a été passé, on a vu que l'Assemblée nationale, c'est la maison du peuple. Quand on dit l'Assemblée nationale, ça représente toutes les populations peuple du Mali. L'Assemblée du peuple, ça c'est la maison à nous qui est population, qui est les sociétés civiles, qui est les mouvements citoyens, qui sont religieux, non religieux. Cette maison représente nous tous. Donc la façon qui a été saccagée, on est venu faire la visite pour voir à notre propre jeu comment la façon de dégradation, de saccage. C'est un sentiment de désolation et d'énorme frustration qui anime le président de la plateforme au terme de cette visite. On est très très désolé par rapport, on ne peut pas comprendre au Mali aujourd'hui qu'à l'ère de mouvement démocrate, que des citoyens maliens puissent leur propre bien détruire, saccager leur propre bien. Ça, c'est vraiment, on ne peut pas comprendre ça. Ça n'a rien à voir avec la politique. Parce que l'Assemblée nationale, la personne, les députés et consorts, c'est des personnes qui sont passagères, qui viennent pour exercer pour un moment, mais les biens qui sont là, ça reste, c'est pour le peuple. Donc, ce qui a été fait ici, vraiment, on est très, très désolé. Vraiment, on ne peut pas comprendre. Quelqu'un qui veut construire son pays, quelqu'un qui dit qu'il dénonce les malgouvernances, qui dit qu'il veut que le Mali bouge, mais après, qui vient saccager les biens des Maliens, vraiment, nous, on ne peut pas comprendre ça. En s'attaquant à la deuxième institution, c'est la République qui est attaquée. De tels actes ne doivent pas rester impunis. Et c'est pourquoi la plateforme introduira des requêtes dans les jours à venir pour que les auteurs soient traqués et sévèrement sanctionnés. On va faire notre réunion. À partir de là-bas, on va constituer notre requête à travers nos avocats de porte-plainte. Parce qu'on est des citoyens. Ce qui a été fait au Mali, on ne peut pas accepter ça. La question politique, ça c'est entre les politiciens. Mais détruire les biens de nous, donc c'est notre contribution qui s'est fait pour ces biens-là, construire ces biens-là. Donc l'argent qui va reconstruire ces biens-là, s'il faut les partis politiques qui sont là-dedans, le pays donne l'argent à des partis politiques. S'il faut financer les partis politiques chaque année, s'il faut même de bloquer cet argent-là pour reconstruire l'Assemblée, nous on va faire une requête et puis on va faire un suivi par rapport à ça. Parce qu'il faut que ce soit puni, on ne peut pas rester comme ça. La plateforme a également tenu à inspecter tous les endroits du Parlement dans les moindres détails, afin que toute la lumière soit faite sur ces incidents condamnables au dernier degré. Suite à la crise sociopolitique que traverse le Mali, l'association islamique pour le Sali
a fait une déclaration au cours d'un point de presse ce mardi 28 juillet 2020. Conformément au statut et règlement de l'association, elle condamne les tirs à balles réelles dans la mosquée de l'imam Mahmoud Dicko, pris pour la libération de l'honorable Soumaïla Cissé, le retour de la paix et la quiétude au Mali. La déclaration est lue par Mohamed Kimiri, secrétaire à la communication et à la presse du bureau central de l'Islam. Vu les événements douloureux et dramatiques survenus les 10, 11 et 12 juillet 2020 à Bamako, ayant eu comme conséquence des destructions des édifices publics et des biens privés, considérant l'attaque meurtrière de la mosquée Salam de Badalabougou, dirigée par l'imam Mahmoud Dicko, soucieux de l'apaisement de la tension sociopolitique actuelle que traverse notre cher Mali, l'Association islamique pour le salut, AISLAM, conformément aux objectifs définis dans ces textes statutaires qui stipulent article 2, alinéa 12 des statuts, participer à toute œuvre de promotion socio-économique, de prévention et de résolution des conflits pour la paix au Mali et dans le reste du monde. Condamne fermement l'attaque sanglante et ciblée du lieu de culte qu'est la mosquée Salam de Badalabougou et surtout que la dite attaque a eu lieu au mois sacré d'Ul Al-Qida. Condamne les tueries préméditées survenues dans la mosquée et qui visaient délibérément à priver de leur vie des fidèles musulmans. Prie Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il accueille dans son paradis les martyrs du 11 juillet 2020. Souhaite prompt rétablissement aux blessés, dont certains porteront à vie les stigmates de cette attaque barbare. Prie Allah subhanahu wa ta'ala pour une restauration durable de la paix au Mali et une quiétude dans les cœurs et les esprits de tous les Maliens. Bamako, le 28 juillet 2020, Association islamique pour le salut. Une délégation du prédicateur Mamadou Konaté a initié une visite de terrain le lundi dernier à Touna, dans le cercle de Dioïla. Objectif s'enquérir de l'état d'avancement des travaux du pont de Touna, dont l'inauguration est prévue dans les prochains mois pour le plus grand bonheur des villageois de la contrée. Envoyé spécial Baba Keita, commentaire Kafoune Batili. Cette visite de terrain qui avait pour objectif de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux du pont de Touna, financé par le prédicateur Mamadou Konaté pour faciliter la navette et les activités génératrices de revenus des villageois, surtout en période hivernale, a permis aux visiteurs du jour d'évaluer l'exécution des travaux à hauteur de 95%. Reste à ce jour les dernières retouches, notamment la peinture et l'image de Seyd Chérif Ousmane Madani Haïdara. Ces joyaux de long de 110 mètres pour 6 mètres de largeur apparaît pour les villageois comme un patrimoine. C'est pourquoi la jeunesse entend se mobiliser pour l'entretenir et l'utiliser à bon escient. Se réjouissant également de l'état d'avancement des travaux, le chef de village de Touna a félicité le donateur ainsi que son idole charismatique, les guides spirituels des Ansar à Seyd Chérif Ousmane Madani Haïdara, qui ont contribué aujourd'hui à soigner l'image de l'islam à travers ses actions de développement. Notons que l'inauguration du pont de Touna, qui portera le nom du président du Haut Conseil islamique du Mali, guide spirituel des Ansar à Seyd Chérif Ousmane Madani Haïdara, entièrement financé par Mamadou Konaté avec l'appui constant des villageois, est prévu dans les prochains mois. Marietou Diallo nous fait le point de l'actualité africaine et internationale. Ce mercredi 29 juillet à Abidjan, le RHDP s'est réuni en présence du président ivoirien Alassane Ouattara. Il sera question du choix du nouveau candidat qui portera les couleurs du parti au pouvoir pour la présidentielle d'octobre prochain.
Pour beaucoup, la candidature d'Alassane Ouattara ne fait pas de doute, mais le numéro 1 ivoirien doit maintenant se décider formellement. Depuis le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly début juillet, le RHDP n'a pas chômé dans sa volonté de pousser son chef Alassane Ouattara à se représenter. En Afrique du Sud, la pandémie de coronavirus continue de se propager de façon alarmante. Le pays compte plus de 450 000 cas confirmés, l'un des taux les plus élevés du monde. Dans les townships et les transports des grandes villes comme Johannesburg, la densité de la population rend la distanciation sociale difficile. Et malgré les campagnes de tests, la stigmatisation liée au virus est tenace. La Banque africaine de développement a accordé des prêts de plus de 27 millions de dollars pour soutenir l'action de l'Union africaine contre le coronavirus. Sur les 54 pays du continent africain, 47 sont touchés par la pandémie. Mais contrairement à la grippe, la COVID-19 n'est pas une maladie saisonnière, souligne l'OMS. Au Maroc, les forces de sécurité tentent en vain de contenir l'impatience des voyageurs, bien décidés à partir après l'annonce du gouvernement marocain concernant la fermeture de 8 villes. L'annonce de ces restrictions a même provoqué plusieurs accidents de la route. Cette décision brusque des autorités marocaines d'introduire de sévères restrictions de déplacement dimanche affecte des villes telles que Marrakech ou Tanger ou encore Casablanca. Des mesures destinées à ralentir la propagation du coronavirus à l'approche de la grande fête musulmane du sacrifice, l'Aïd el-Kébir. Le Maroc affichait ce week-end un nombre record de contaminations, 811 samedi et 633 dimanche. Au total, 20 887 cas ont été officiellement enregistrés, dont 316 décès. Le grand pèlerinage des musulmans débute ce mercredi matin à la Mecque dans un contexte inédit. Seuls les fidèles vivant en Arabie Saoudite y participeront cette année avec 70% d'étrangers et 30% de Saoudiens. L'Arabie Saoudite est le pays arabe du Golfe le plus touché par la pandémie de coronavirus. L'année dernière encore, 2,5 millions de fidèles, pour la plupart venus de l'étranger, avaient participé au grand pèlerinage de la Mecque. Cette année, crise sanitaire oblige, seuls quelques milliers sont autorisés à se rendre sur le principal lieu saint de l'islam. Malgré la résignation, la déception est grande en Arabie Saoudite. Beaucoup de citoyens saoudiens et des résidents étrangers du royaume avaient encore l'espoir de participer à cette édition limitée du Hajj. Dans les laboratoires de l'entreprise de biologie Moderna, les scientifiques ont une seule mission, trouver un vaccin contre le coronavirus. L'essai clinique américain, dont la 3e et dernière phase s'est ouverte le 27 juillet, est le plus vaste au monde. Plus de 30 000 volontaires venus des foyers de contagion aux 4 coins des États-Unis y participent. La moitié recevra une dose de 100 microgrammes et l'autre un placebo. Ils seront ensuite suivis pendant 2 ans pour déterminer l'action du vaccin au long terme et étudier l'évolution de leur réponse immunitaire. Ainsi s'achève cette édition d'information. Tout à l'heure, à partir de 21h, vous pouvez retrouver Mamadou Ben Chérif Soumano pour la version en langue bamanakan. Quant à moi, je vous retrouve demain, s'il plaît à Dieu, à la même heure pour d'autres informations sur Chérif La TV. Bonsoir.